Donc, monsieur, qu'est-ce que vous pensez des possibilités du cinéma au Portugal? Bien, je crois qu'elles sont considérables. Vous avez d'abord l'élément du climat qui est tout à fait primordial et qui, chez vous, est presque constamment de clarté et de soleil. Vous avez ensuite des trésors historiques et artistiques qui sont trop peu connus dans le monde et qui présentent par conséquent l'attrait de la nouveauté. Vous avez ensuite un folklore qui est des plus intéressants. Et surtout, si je peux me permettre de le dire, n'est-ce pas, vous avez un élément qui, par les temps que nous vivons, est le plus important, c'est que vous avez la tranquillité et le calme. Podem estar sossegadinhos que aqui não lhes acontece mal nenhum. En décembre 1940, Lisbonne m'est apparue comme une sorte de paradis clair et triste. On y parlait alors beaucoup d'une invasion imminente, et le Portugal se cramponnait à l'illusion de son bonheur. Lisbonne, qui avait bâti la plus ravissante exposition qui fût au monde, souriait d'un sourire un peu pâle, comme celui de ces mères qui n'ont point de nouvelles d'un fils en guerre et s'efforcent de le sauver par leur confiance. Mon fils est vivant puisque je souris. Durante mais ano, milhares de operários, de técnicos e artistas portugueses, demolindo o feio para construir o belo, arrasando o inútil para pôr em seu lugar uma verdadeira síntese de Portugal no passado e no presente, ergueram amorosamente esse prodigioso monumento das nossas virtudes e do nosso préstimo, que foi a exposição do mundo português. Regardez, disait ainsi Lisbonne, combien je suis heureuse et paisible et bien éclairée. Le continent entier pesait contre le Portugal à la façon d'une montagne sauvage, lourde de ses tribus de proie. Lisbonne défiait l'Europe. Peut-on me prendre pour cible alors que je mets tant de soin à ne point me cacher? Quand je suis tellement vulnérable? De todos os lados se erguiam pavilhões de risco sóbrio e digno, de uma originalidade e de gosto incontestável. Os olhos deslumbravam-se com as perspectivas imprevistas, com a pureza das linhas, com o equilíbrio dos volumes. A maravilhosa exposição foi inaugurada a 23 de junho de 1940 pelo português mais digno de tal ato, o Sr. General Carmona, Presidente da República Portuguesa. E a seu lado estava o homem que a tornou possível, verdadeiro arquiteto do Portugal de hoje, novo e eterno, Salazar. Enquanto o resto da Europa se debatia numa guerra incruenta, a festa jubilar de Portugal oferecia a todo o mundo o exemplo da nossa disciplina e da paz que soubemos merecer. Dançava-se e cantava-se a valer ali mesmo ao pé, nas aldeias do centro regional, verdadeiro brinquedo da exposição, resumo de tudo o que há de mais bonito e alegre e pitoresco por esse Portugal além. Gentes vindas do Minho, do Algarve, do Alentejo, de Trás-os-Montes e das Beiras, enchiam de vida aquelas graciosas ruas e casas tiradas pelo natural, réplica fiel das autênticas ruas e casas portuguesas. Toda a gente das aldeias vivia na exposição de Belém a sua vida habitual, e à igreja rezar ave-marias e à fonte encher a cantarinha. O cortejo histórico do mundo português teve por quadro ponente a formosíssima Praça do Império, e o seu roteiro evocava toda a história de Portugal, simbolizada por figuras trajando à moda das diferentes épocas, desde a fundação até os nossos dias. Seguia as bandeiras o carro evocativo da Lusitânia, puxado a boi, uma figura de mulher destacando-se sobre as duas primeiras estrofes dos Lusíadas. Le Portugal ignorait l'appétit du monstre. Il refusait de croire aux signes. Il avait sorti toutes ses merveilles. Il montrait ses grands hommes.
Faute d'une armée, faute de canons, il avait dressé contre la ferraille de l'envahisseur toutes ses sentinelles de pierre. Les poètes, les explorateurs, les conquistadors, tout le passé du Portugal, faute d'armée et de canons, barrait la route. Oserait-on l'écraser dans son héritage d'un passé si grandiose? Charameleiros precediam o elefante enjaizado como que El Rei Dom Manuel ofereceu ao Papa Júlio II na Embaixada de Tristão da Cunha, a Roma. Um leão, conduzido por mariantes, lembrava o primeiro que foi trazido de África para Portugal. E logo um grupo de judeus e um grupo de moios. Quando Portugal nasceu, fundou-se a nação que maior influência teria no mundo. Como bem o mostrava a Igreja das Missões, erguida no centro colonial da exposição, e onde todos os dias os indígenas vindos propositadamente dos 4 cantos do Império ouviam missa. E irmãs de caridade continuavam ao vivo a sua ação humaníssima, ensinando os negros do centro colonial que os visitantes podiam ver, vivendo a sua vida cotidiana, no ambiente e nas habitações apropriadas. Fulas e mandins da Guiné tocavam, trabalhavam, escreviam em árabe e dançavam os seus animados batuques. Vemos uma família de Timor descendo da sua habitação lacustre. Les villes chez moi étaient la nuit couleur de cendre. Je m'y étais déshabitué de toute lueur. Et cette capitale rayonnante me causait un vague malaise. Contre Lisbonne, je sentais peser la nuit d'Europe, habitée par des groupes errants de bombardiers, comme s'ils eussent de loin flairé ce trésor. Et je trouvais Lisbonne, sous son sourire, plus triste que mes villes éteintes. Mais le Portugal essayait de croire au bonheur. Il laissant ses couverts, et ses lampions, et sa musique. On jouait au bonheur, à Lisbonne, afin que Dieu voulût bien y croire. Wealthy exiles, diplomats, and wartime adventurers find time to loaf along the sunny shore at Estoril, or to join the crowds whose presence adds a new bustle to the once dreary nightlife of Lisbon. Lisbonne devait aussi son climat de tristesse à la présence de certains réfugiés. Je ne parle pas des proscrits à la recherche d'un asile, je ne parle pas d'immigrants en quête d'une terre à féconder par leur travail, je parle de ceux qui s'expatriaient loin de la misère des leurs pour mettre à l'abri leur argent. Chaque soir, le casino d'Estoril se peuplait de revenants. Des Cadillacs silencieuses, qui faisaient semblant d'aller quelque part, les déposaient sur le sable fin du porche d'entrée. Ils s'étaient habillés pour le dîner, comme autrefois. Ils montraient leurs plastrons ou leurs perles. Ils s'étaient invités les uns les autres pour des repas de figurants, où ils n'auraient rien à se dire. Puis ils jouaient à la roulette et au baccarat, selon les fortunes. J'allais parfois les regarder. Je ne ressentais ni indignation, ni sentiment d'ironie, mais une vague d'angoisse, celle qui vous trouble aux os devant les survivants d'une espèce éteinte. Ils s'installaient autour des tables, ils se serraient contre un croupier austère et s'évertuaient à éprouver l'espoir, le désespoir, la crainte, l'envie et la jubilation, comme des vivants. Ils jouaient des fortunes qui, peut-être à cette minute même, étaient vidées de signification. Ils s'efforçaient de croire en se renouant au passé, comme si rien depuis un certain nombre de mois n'avait commencé de craquer sur terre, à la légitimité de leur fièvre, à la couverture de leur chèque, à l'éternité de leur convention. Sob a direção do maestro Pedro de Freitas Branco, a Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional tocou sob as soberbas araucárias do parque, acompanhando os bailados de Alexandre e de Clotilde Sakharov. C'était irréel.
Ça faisait ballet de poupée. Mais c'était triste. De même que Lisbonne jouait au bonheur, ils jouaient à croire qu'ils allaient bientôt revenir. Es ist nicht leicht, in Lissabon ein Zimmer zu finden. Lissabon ist so überlaufen wie eine Stadt, in der eine Weltausstellung stattfindet oder in der berühmte Festspiele Tausende von Besuchern aus aller Welt anziehen. In allen Straßen scheint ein sehr reges, fröhliches Treiben zu herrschen. Und die Preise, die in den Hotels und Restaurants für die geringsten Services verlangt werden, sind enorm. Die Leute in den Straßen und Restaurants unterhalten sich in allen europäischen Sprachen, ganz so, wie es sich für einen internationalen Treffpunkt gehört. Es ist merkwürdig, wie traurig fast alle Menschen aussehen, wie ärmlich sie gekleidet sind. Ein Hauch von Angst, Bösen und extremer Nervosität liegt in der Luft. Neste ano, as festas do Carnaval de Lisboa luziram-se certas galas e houveram mais bulício e mais cor do que por temporadas anteriores. Ainda não conseguiu desta feita o governador civil da cidade que as organizou e pôs grande empenho em lhes dar muito brilho, animação do público a seu favor. Mas já o curso da Avenida da Liberdade teve pouco do ar civilizado dos carnavais de outras bandas. Die Temperatur war auch für Lissabon, hieß es, ungewöhnlich. Ungewöhnlich, hieß es. Es war aber ein merkwürdiges Ding in diesem Jahr mit dem Ungewöhnlich. Menschen- und Naturgeschichte hatten es mit vereinten Kräften mit dem Ungewöhnlichen. Wo gab es noch etwas Gewöhnliches? Wie wir uns nach dem Gewöhnlichen sehnten. Wenn ich nun von einem ganz elementaren Ding in Lissabon sprechen soll und nicht von der ungeheuerlichen, noch nicht erlebten Hitze, von der Feuerluft, so muss ich vom Lärm reden. Die Stadt Lissabon ist eine südliche Stadt und mit der Naivität und Gefühlsstärke, auch Ungeniertheit eines subtropischen Geschöpfes ausgestattet. Lissabon ist, industriell gesprochen, ein moderner Großbetrieb zur Erzeugung von Lärm. Kurz vor 5 betrat ich das kleine Café auf dem Hauptplatz. Um genau zu sein, war hier alles überlaufen. Diejenigen, die hier saßen und den bitterscharf gerösteten Kaffee tranken, wie er nur in Südfrankreich, Spanien und Portugal zubereitet wird, legten oftmals ihren letzten Escudo auf den schmutzigen Marmortische. Einen Besuch dieses Lokals konnten sie sich gar nicht leisten, trotzdem kamen sie immer wieder. Lieber würden sie sich ein warmes Abendessen oder eine Übernachtung im Hotel entgehen lassen, als ihre Schicksalsgenossen zu verpassen, die sie mit Sicherheit hier treffen würden. Menschen, die dieselbe Sprache sprachen, saßen zusammen. Die Franzosen mit den Belgiern, die Deutschen mit den Österreichern und Tschechen. Die Norweger und Holländer, von denen die meisten Französisch und Deutsch neben ihrer Muttersprache konnten, sprachen miteinander in einer anderen, nicht eigenen Sprache. Die Luft war rauchverhangen und abgestanden vom Atem der vielen Menschen. Die meisten Flüchtlinge trugen dieselbe Kleidung, in der sie ihr Land verlassen hatten. Oder das Land, das ihnen Aufnahme gewährt hatte. Ihre Kleidung war abgetragen und schmutzig, oft zerrissen. Der Geruch schmutziger Lumpen hing in der Luft. Man konnte sie kaum atmen, diese Luft, in dem kleinen, schrecklich internationalen Café in Lissabon.